Bonjour, ici Mathieu Hodgson, éditeur du Jardinier paresseux. Et puis, je suis accompagné de... Bruno Chabot, de la compagnie Gloco, conseiller en horticulture. Donc, aujourd'hui, Bruno, on va parler de tomates. Exact. Hein? C'est, je dirais, la reine du potager, probablement une des plantes potagères les plus populaires. Oui, une des plus utilisées. On est sur ma terrasse. Oui. Et puis, on va apprendre comment planter des tomates dans des contenants. Puis tout ce qui va autour de ça, le terreau, les pots, tout ce qu'on a besoin de savoir avec le compost, les engrais et tout ça. Excellent. Moi, je te suis. On y va. Let's go! Avant même de penser aux sortes de pots, au terreau, à comment planter des tomates, là, il faut réfléchir à la température à laquelle on va planter les tomates parce que ça va vraiment déterminer le succès qu'on va avoir. Donc, moi, la façon que je fais ça, c'est que j'attends que la température reste au-dessus de 12 degrés Celsius à tous les jours, même la nuit. Donc, je vais regarder là, les prévisions météorologiques pour les 14 prochains jours. Et puis, quand ça va rester au-dessus de 12 degrés Celsius, là, ça va être le temps pour moi de planter mes tomates. Admettons qu'il y a une nuit qui fait 10 degrés Celsius, c'est pas la fin du monde. Mais quand on commence à descendre en dessous de 10 degrés Celsius, la tomate, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va produire quelque chose qui va aller dans ses feuilles pour la protéger contre le froid. Donc, pendant que la tomate est en train de se protéger contre le froid, elle n'est pas en train de faire des nouvelles racines, elle n'est pas en train de faire des nouvelles branches, des nouvelles feuilles. Donc, ça va ralentir la croissance de votre tomate. Une plante qui a été stressée par le froid peut perdre 2 à 3 semaines de croissance. Donc, c'est vraiment important d'attendre la bonne température. Avant de passer à la prochaine étape, on va vouloir préparer nos tomates à la plantation. Ça s'appelle l'acclimatation. Donc, nos tomates ont été dans une serre, si on les a achetées dans un centre jardin, ou on les a semées à l'intérieur. Ils ont été habitués là, à des belles conditions. Il fait chaud, il n'y a pas de variation de température, il n'y a pas de vent, surtout il n'y a pas de rayons UV. Là, on les sort dehors, là, puis là, ça commence à brasser un petit peu. Donc, on va vouloir les habituer à ces conditions-là. Quand la température est au-dessus de 15 degrés Celsius, moi, je commence à sortir mes tomates à l'extérieur. Je les sors à l'ombre seulement au début, pendant 2-3 jours. Si jamais la température descend en dessous de 15 degrés Celsius, je vais les rentrer à l'intérieur pour les protéger, parce qu'ils n'ont pas été habitués. Même si, je disais tantôt, 12 degrés, c'est la température minimale, là, ils n'étaient pas habitués, ils n'étaient pas acclimatés encore. Après ces 2-3 jours-là, je vais leur donner un petit peu plus de soleil. Je vais leur donner peut-être quelques heures de soleil du matin ou de fin d'après-midi, qui est moins puissant. Je les laisse là 2-3 jours encore. Puis après ça, 2-3 jours au plein soleil, là, je leur donne vraiment du soleil là, pendant plusieurs heures, 6 heures et plus. Après ça, ça va être le temps de finalement planter nos tomates. Ils vont être prêtes. Il y a 2 grandes catégories de tomates. Les tomates déterminées et puis les tomates indéterminées. Donc, c'est important de le savoir parce que ça va influencer notre choix de contenant. Ça va aussi influencer l'entretien qu'on va faire de ces tomates-là. La tomate déterminée a une croissance déterminée. Donc, celle-ci va monter jusqu'à 120 cm et puis sa croissance va arrêter. Quand elle va commencer à faire des fruits, ça va produire pendant 2 à 4 semaines et puis ça va arrêter. En termes d'entretien, parce qu'elle a une croissance déterminée, c'est mieux de ne pas la tailler parce qu'elle ne fera pas des branches encore et encore. La tomate indéterminée, elle, a une croissance qui est indéterminée. Donc, elle va continuer à pousser jusqu'à temps que le gel va arriver à la fin de l'automne. Contrairement à la tomate déterminée qui produit sur une période déterminée, la tomate indéterminée, elle, va continuer à produire pendant toute la saison jusqu'à l'automne. En termes d'entretien,
on peut peut-être tailler la plante indéterminée parce qu'elle va continuer à faire des branches, à faire des feuilles. Donc, on peut la tailler, même si on n'est pas obligé de le faire. On jasait de tomates déterminées et indéterminées. Ça va influencer la taille de nos pots. Par exemple, pour un plant plus petit, déterminé, peut-être que je vais utiliser un contenant de 5 gallons ou 20 litres. Ça serait le minimum. Je n'irai jamais en dessous de ça. Je pourrais même mettre un plant déterminé dans ce contenant-là qui fait, je dirais, autour de 10 gallons, donc 40 litres. Pour les plants indéterminés, qui sont beaucoup plus grands, là, je vais vouloir les mettre dans un plus gros pot comme celui-ci, là. Ou je pourrais même y aller là, avec du 15 gallons, donc de 60 litres pour donner encore plus de place. C'est important parce que les racines ont besoin de place pour se propager. Aussi, le terreau qui va être dans ces contenants-là, c'est lui qui retient l'humidité. Donc, plus on a un plus gros pot, plus on a de terreau, donc plus on a une réserve d'eau. L'autre chose à penser, c'est d'avoir du drainage. Donc, on veut avoir des trous de drainage dans le fond de nos pots. La raison est que on veut pas qu'il y ait des accumulations d'eau dans le fond. Ça va causer de la pourriture des racines quand le terreau est gorgé d'eau. Des fois, on pense que nos plantes ont séché, mais en fait, c'est qu'elles ont moins de racines parce que les racines ont pourri. Ici, là, on a un pot qui a un réservoir d'eau dedans. Ça, là, honnêtement, je suis pas un grand fan des pots qui ont des réservoirs d'eau. Premièrement, parce que ça fait moins de place pour le terreau, donc moins de place pour les racines. Puis j'ai toujours un peu d'inquiétude qu'à cause de l'humidité qui est dans le fond de ça, ça va faire pourrir mes racines. Mais c'est pas grave. Ce pot-là, là, je pourrais facilement aller percer quelques trous de drainage là-dedans pour laisser évacuer l'eau. Est-ce qu'on devrait mettre une couche de drainage dans le fond de nos pots, par exemple comme du gravier, là? On n'est pas obligé de le faire, puis même on recommande de ne pas le faire dans la majorité des cas. Le problème, c'est que la couche de drainage, qui est composée souvent là, de pierres concassées, crée comme une barrière entre le terreau et puis le gravier qui est en dessous. Donc, l'eau descend dans le terreau, puis quand elle arrive au gravier, vu que c'est des particules de taille différente, le transfert d'humidité se fait moins bien. Donc, l'eau a tendance à rester juste au-dessus de la couche de drainage. Donc, en fait, ça fait le contraire. Quand on met une couche de drainage, on a un moins bon drainage. Puis ça aussi, ça peut revenir à causer de la pourriture des racines. Bon, là, on a nos contenants. Oui. Il faut les remplir de quelque chose. Donc, on va utiliser un terreau. Il y a toutes sortes de noms à ça. Terreau pour les plantes d'intérieur, terreau à contenant, terreau à jardin. L'important, c'est que ça soit un terreau de bonne qualité, oui. Que ça soit un terreau qui est fait de mousse, de tourbe, de sphaigne, peut-être avec d'autres ingrédients comme la fibre de coco, de la fibre de bois qu'on va commencer à rajouter. La perlite, les petits morceaux blancs, ça c'est important aussi parce que ça permet au sol d'être plus léger oui. Et puis à mieux drainer. Pourquoi la mousse de tourbe? Pourquoi c'est le meilleur matériel? Parce que c'est une matière où les plantes profitent bien, poussent bien. C'est une matière qui est légère, puis comme tu le disais, ça garde l'humidité, mais en même temps, ça se draine bien par rapport à la perlite. Par contre, ça reste que c'est un sol qui est inerte. Fait que l'idée en arrière de tout ça, c'est d'apporter un bon compost et un compost qui est riche en biologie de sol. Le compost bionique, à la base, il faut savoir, c'est un produit d'économie circulaire. Ouais. On le fait avec des résidus marins qui proviennent d'où? Qui proviennent de la pêcherie de la Côte-Nord, également de résidus forestiers. Puis ça, ce compost-là, il est fait où? Il est fait à Forestville. Mais je pense que toi, tu connais quelqu'un à qui tu as parlé dernièrement qui habite justement à Forestville. Oui, justement, là, j'ai parlé là, il y a quelques semaines à David Hamel, qui produit les produits bioniques, le compost et les engrais. Donc, j'ai fait une entrevue avec lui. On peut l'écouter là, dans le balado Le cœur au jardin. Donc, c'est super intéressant parce qu'on apprend comment il fabrique le compost
comment il fabrique les engrais. Il nous partage ses connaissances sur la biologie du sol. Donc, c'est un épisode super intéressant. Puis tu parles de biologie, hein? Tu sais, à l'intérieur de ce sac-là, ça a l'air quand même assez anodin. Mais si on le regardait au microscope, on verrait qu'il y a une bonne biologie. On parle de bactéries, de champignons, des champignons comme des mycorhizes, des protozoaires, des nématodes. Mais également, tu vas avoir des vers de terre et des vers rouges parce que c'est un produit qui est vermicomposté. Donc, c'est ce qu'on va se retrouver à mettre à l'intérieur de notre contenant pour le mélanger avec le terreau qu'on a utilisé, qui est fait à base de peat moss. Là, ce qu'il faut savoir, là, c'est que, oui, le terreau de mousse de tourbe, il retient bien l'humidité, mais quand il est sec, il devient hydrophobe, donc il repousse l'eau. Donc, avant là, de commencer à brasser ça puis à rajouter notre compost, là, on va le mouiller, s'assurer, là. On va mettre une bonne quantité d'eau, puis on va s'assurer de le brasser. On va le brasser. Hein? Je pourrais, si j'avais plus de place, puis j'avais peut-être une brouette ou quelque chose comme ça, hein, je pourrais le faire comme ça. Et là, on va avoir un produit qui va être bien humecté, donc qui va être prêt à recevoir les plantes qu'on va mettre dedans. C'est un peu ce que tu disais, le fait que quand il est sec, il va prendre toute l'eau dans nos plants qu'on viendrait mettre à l'intérieur, puis il va les assécher. C'est important de bien l'humidifier. Ça arrive là, que si on oublie d'arroser, là, ça arrive que notre terreau va sécher. Là, on arrive, on arrose, puis l'eau, on va voir, va passer au travers. Hein? Donc là, il faut aller le réhumidifier. Oui. Puis comme je vois, tu en mets beaucoup d'eau, puis c'est quand même assez surprenant parce qu'il n'y a rien qui coule en dessous. Fait que là, ça l'absorbe toute l'eau. Ah oui. Là, l'important, là, hein, on veut que ça soit, quand on va le toucher, là, on veut que ça soit humide, mais pas mouillé. Oui, c'est ça. C'est pas détrempé. Oui, bien c'est ça. C'est un peu comme une éponge. Hein, une éponge là, qu'on va essorer, elle reste humide au toucher, mais pas détrempée. Là. Donc, quand on va le prendre, là, on voit là, tu vois là, c'est peut-être un petit peu trop mouillé. On va bien le brasser pour s'assurer que ça soit homogène le plus possible, mais le brasser jusque dans le fond. Hein? C'est ça, là, je n'ai pas super bien brassé. Bon, tu vois là, il est bien brassé. Là, c'est le temps d'ajouter du compost. Bruno, comment qu'on rajoute de compost là-dedans? Là, ce qui est important de comprendre, c'est quand on parle de mettre du compost dans une plate-bande, on parle d'environ 10 de la surface du terreau qu'on va utiliser. C'est pas facile à l'extérieur. Dans une plate-bande, on va faire ça simple. On va parler d'environ 1/4 de pouce, donc 5-6 mm. On les incorpore au sol. Quand on est dans un contenant et que c'est à l'extérieur, on sait que ça sèche beaucoup plus vite. Là, c'est l'exception à la règle. On va jouer entre 10, mais on pourrait aller chercher jusqu'à 20 du volume. Si, exemple, dans ce pot-là, j'ai 10 litres, bien, je vais mettre l'équivalent à peu près 2 litres de mon compost, puis on va le mélanger ensemble. Fait qu'on va en mettre, puis l'idée, c'est que ça va aider à garder encore là en masse l'humidité. Donc, l'humidité va être présente pour plus que juste quelques heures. On va pouvoir passer un peu plus que la journée au complet. Fait qu'on va en mettre une bonne quantité, puis là, on va s'assurer de bien le mélanger. La beauté, c'est que le compost, nous autres, il est déjà humide parce qu'on garde une humidité à l'intérieur du fait qu'on veut garder la biologie. Donc, les micro-organismes, on veut s'assurer qu'ils restent vivants dedans. Fait que le compost, lui, est déjà humide. À ce niveau-là, on n'a pas besoin de rajouter de l'eau. Et là, on s'amuse, puis on brasse le tout ensemble. On peut même le faire en partenariat, si tu veux. Tu peux prendre ton côté, puis moi le mien. On se regarde dans les yeux comme ça. C'est ça, ça va être merveilleux. Ça, c'est comme le film Ghost, là. C'est ça, là? Hein? Ouais. Non, mais viens ici, là, puis je vais me mettre dans Bon, on était rendu où, là? OK, on est en train... On brasse, OK. Moi, là, écoute, honnêtement, là, ça m'inquiète pas là, de brasser jusque dans le fond. Là. Non, mais de toute façon, la biologie va se promener. C'est ça, la biologie va se promener. Puis souvent, il y a plus de vie en surface. Hein? Donc, là, pas besoin là, de capoter, là, que ça soit... jusque dans le fond. Exactement. Donc là, on a rempli notre pot, on a rajouté du compost. Oui. Entre 10 à 20 du contenant. C'est ça. En contenant, il y a du lessivage qui se fait. Donc, à force d'arroser, hein, il y a des nutriments qui vont partir avec l'eau. C'est sûr. Donc, on perd des nutriments. J'utilise toujours du compost en pleine terre. L'engrais, ça dépend des plantes, des situations. Je ne l'utilise pas systématiquement. Mais dans un contenant, j'utilise toujours un engrais. J'utilise toujours des engrais à dissolution
lente, Oui. biologique aussi, Oui, hein, parce que je mange pas la terre, mais je mange les plantes qui viennent de la terre. Donc, pour moi, c'est important. Puis, je trouve qu'il y a tellement de bons produits, de bons engrais, qu'on n'a plus besoin d'utiliser des engrais de synthèse. Exact. Puis, tu sais, le concept avec les engrais naturels, un peu comme les engrais bioniques, ce qui est le fun, c'est que ça n'en prend pas beaucoup, ça n'en prend pas souvent. Et en arrière de tout ça, on parlait qu'on amenait une biologie. Bien, pour faire un bon travail, c'est de venir nourrir cette biologie-là. On le dit souvent, nous autres, on vient nourrir le sol qui, lui, va venir nourrir nos plantes. Fait que c'est le même concept. Puis là, on a le choix dans les engrais. On peut en mettre avant de faire nos plantations. On peut le faire après si on a oublié de le mettre au moment de préparer notre sol. Puis le concept est très simple. On prend notre petite dose, on va le saupoudrer sur le dessus, puis on va aller l'incorporer au sol. Fait que dans un contenant comme ça, environ une petite dose. Okay. Et là, on va le mélanger au sol pour pouvoir le travailler tout simplement. Puis tranquillement, pas vite, avec le temps, les micro-organismes vont travailler ça, vont transporter tous les bons nutriments, les bons minéraux pour pouvoir faire un travail adéquat. Puis là, on peut planter. C'est vraiment important de noter que le compost est le plus important. Oui. Hein? Parce que c'est lui qui amène la biologie. Puis la biologie va transformer l'engrais. Donc, oui. Le plus important, c'est le compost. L'engrais, c'est comme un supplément, un complément à tout ça, qui est nécessaire dans ce cas-ci, là, mais ça prend le compost avant l'engrais pour que la biologie soit là. Puis les gens nous posent souvent la question, « Ouais, mais j'en mets à quelle fréquence? » Tu sais, je disais tantôt, ça n'en prend pas beaucoup, ça n'en prend pas souvent. Ouais. Bien, c'est simple. Quand on utilise l'engrais et le compost, on dit qu'on a une fertilisation pour environ 12 semaines. Fait qu'on s'entend 12 semaines, on fait pratiquement l'été au complet. Bien sûr, les plantes très gourmandes, les tomates, les concombres, les courges, bien, on va en mettre une deuxième fois au cours de la saison. Cependant, c'est qu'il y a possibilité aussi des fois au lieu d'avoir à rajouter de la farine, les gens aiment moins ça. Puis je pense que tout le monde aime le concept de dire je vais aller arroser mes plantes, je vais mettre un petit peu d'engrais en même temps. Bien, on peut utiliser un engrais tout usage comme l'engrais fait à base de frasse d'insectes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est simple d'utilisation, un bouchon dans 1 litre d'eau. Donc dans un contenant comme lequel tu as là, on parle d'environ 2 litres, on va mettre 2 petits bouchons à l'intérieur, on le brasse comme il faut et on vient arroser nos plants à ce niveau-là. Et à quelle fréquence? Bon, on dit qu'on pourrait en mettre à toutes les semaines, mais on s'entend que si on a mis déjà notre farine dans le sol, on peut en mettre 1 ou 2 fois dans l'été juste pour venir bonifier un peu plus ce que nos plantes pourraient avoir besoin durant la saison. Donc là, Mathieu, si on veut faire une bonne transplantation, une bonne plantation, je vais te laisser nous montrer un petit peu comment toi tu procèdes au travers de tout ça. Bon, la tomate, c'est une des seules plantes qui peut faire des racines à partir de la tige. Donc, dans ce cas-ci, ce plant-là de tomate, là, je trouve là, qu'il est un peu long. Hein? Il va peut-être ballotter dans le vent, il risque de casser. J'aimerais ça qu'il soit plus court. Donc, ce que je vais faire, là, c'est que je vais garder peut-être 2 ou 3 étages de feuilles. Okay? Donc là, 1, 2, 3. Les autres, là, hein, je peux aller pincer ça. Je vais les pincer comme ça. Hein? Je vais les enlever. Je vais y enlever un autre étage. Ce que ça me permet de faire, c'est de le planter plus profondément. Okay. Hein? Jusqu'à peu près ici. Là. On peut y aller jusqu'à peu près la moitié du plant, même le 2 tiers. Okay. Parce qu'il va pouvoir faire des nouvelles racines à partir de la tige. Là, on ne peut pas faire ça avec toutes les plantes. Là. C'est très rare les plantes qui font ça. C'est spécifique aux plantes de tomates. Exactement. Okay. Essayez pas ça avec vos piments. Là. Donc là, je vais l'enterrer jusque-là. Dans ce cas-ci, j'ai pas beaucoup de place, là, mais des fois, on a des grandes tomates. Là. Puis là, on va voir les gens là, qui vont creuser une tranchée, ils vont mettre leur plant de tomates couché, puis là, il va remonter, là, puis peut-être qu'ils vont l'attacher là, par après. Et l'idée, c'est que même quand il est couché, toutes les racines vont se développer, puis ils vont, en fait, le plant va être plus fort, il va mieux se tenir. Là. Non, exactement. Okay. Donc, je commence par... Et c'est là l'avantage d'avoir un terreau qui est léger, qui est facile à travailler. Ah oui, je me fais un petit trou de même. Puis, est-ce que je me trompe? Tu mentionnais de choisir le bon pot, mais c'est important en fonction du plant. Puis là, on a pris notre plant qui était déterminé. Donc, c'est un plant qui ne venait pas nécessairement super haut. La quantité de terre va être assez pour avoir un plant qui va passer la saison complète. Là. Exactement. Okay. Pour des plants là, indéterminés, là, peut-être qu'on prendrait un plus gros pot. Okay. Donc là, je m'assure là, qu'il soit enterré au bon niveau, comme ça. Je vais aller... Là, on ne veut pas
Trop compacté. Là. On veut taper, mais on veut pas compacter. On veut que le terreau reste, léger. Hein? On veut qu'il draine bien, qu'il soit bien aéré, hein? Parce que souvent, on oublie ça. C'est important qu'il y ait de l'air dans la terre ou dans le terreau, parce que les racines ont besoin d'air, mais aussi d'eau. Ah, et puis la biologie aussi n'a pas besoin de vivre dans un sol compact. La beauté, c'est qu'elle va aider à garder ce sol-là un petit peu plus meuble. Là. C'est ça. Puis, tu sais, il y a souvent les gens qui parlent que quand on fait des transplantations, y a-tu des petits trucs pour aider la plante à avoir un peu un moins grand stress? Bien, je sais que toi, tu es quelqu'un qui utilise beaucoup les algues parce que les algues, c'est un produit, on l'appelle souvent engrais, mais nous autres, on dit souvent que c'est un élément supplémentaire. C'est un peu comme des probiotiques qu'on donne à une plante, mais c'est aussi un petit peu un anti-stress. Fait qu'on vient arroser notre plante. Fait qu'une fois que j'ai fait ma transplantation, je pourrais très bien mélanger mon algue, un bouchon encore dans 1 litre. Donc, dans un contenant comme celui-là qui a 2 litres, 2 petits bouchons, et là, je viens arroser ma plante avec. L'autre raison là, qu'on fait ça, c'est qu'on veut que, en arrosant, là, ça va venir faire tasser, ça va tasser le terreau un petit peu. Hein? Ça va faire que toutes les petites bulles d'air qui pourraient être là vont aller s'écraser. Hein? Donc, un coup qu'on a planté, on va venir arroser. Encore une fois comme ça. Tiens. L'autre chose là, à mentionner, là, tu vois, là, je suis en train d'arroser, ça n'a pas débordé. Hein? Pourquoi ça n'a pas débordé? Parce que j'ai laissé quelques centimètres là. Donc, on ne remplit pas le contenant au complet parce que quand on va venir arroser, là, ça va déborder puis là, le terreau va revoler partout. Là. Donc, on laisse tout le temps quelques centimètres en haut pour l'arrosage. Okay. Puis, advenant le coach que la personne n'a pas mis son engrais en même temps qu'elle a fait son mélange avec son compost, son terreau, bien, on pourrait venir resaupoudrer de l'engrais sur le dessus. Puis là, on s'entend que celui-là, on dit qu'il est bon pour 10-12 semaines, fait qu'on n'a pas besoin d'en remettre de façon très régulière. On l'incorpore au niveau du sol, puis quand on arrose, ça va rentrer en action. On aurait pu le mettre au départ quand on brassait la terre puis le compost. On peut le mettre au moment de la plantation. Là. C'est pas important. Parfait. Il y a beaucoup de gens qui utilisent du paillis dans leur jardin en pleine terre. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui en mettent dans leur contenant. Donc moi, là, quand j'ai fini de planter, là, j'aime beaucoup ça, ajouter du paillis. Personnellement, j'utilise des feuilles qui tombent des arbres. Donc, c'est un paillis qui est gratuit. Idéalement, là, on viendrait le déchiqueter. Il y a différentes façons de le déchiqueter, comme avec un taille-bordure ou avec une tondeuse ou avec une déchiqueteuse. Donc, je vais aller mettre peut-être un 3 à 5 cm de paillis en surface. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que, de un, je vais aller protéger mon sol des rayons du soleil. Donc, les rayons du soleil qui peuvent faire surchauffer le terreau, affecter nos plantes. Ça va aussi empêcher en partie l'évaporation de l'eau. C'est comme si on mettait un couvercle sur la terre, un couvercle qui respire. Donc, le terreau va garder plus d'humidité. Ça affecte aussi là, les variations de température. Puis la dernière raison, mon paillis, qu'il soit de feuilles que j'ai récupéré ou peut-être de la paille, un autre bon paillis là, pour le potager, ils vont être décomposés. Le compost est plein de vie biologique, donc on parlait là, de toutes les bactéries et les champignons, même les vers de terre parfois. Eux vont aller décomposer le paillis, puis ils vont relâcher tous les nutriments qui se trouvent dans les feuilles, ils vont le relâcher dans le terreau, donc ça va aller nourrir le sol, en plus de garder tout ça au frais et bien humide. Une chose à noter, c'est mieux de déplacer un peu le paillis pour pas qu'il touche au collet. Donc ça, c'est le point où la terre rencontre là, la tige. Donc on veut pas là, qu'il y ait de pourriture à ce niveau-là, surtout avec des jeunes plants, avec des plantes plus âgées, on n'aura pas nécessairement ce problème-là. Donc on laisse un petit espace comme ça. Est-ce qu'on peut utiliser du paillis de cèdre? Non, absolument pas. Du paillis de cèdre, là, ça ne se décompose pas. Donc oui, ça va protéger notre sol du soleil, des variations de température, ça va garder l'humidité dans le sol, mais
Le cèdre est imputrescible. C'est pour ça qu'on l'utilise là, pour construire des terrasses ou des clôtures, parce qu'il ne pourrit pas. Mais, parce qu'il ne pourrit pas, éventuellement, quand je vais réutiliser mon pot l'année prochaine, le paillis de cèdre là, va se mélanger à mon terreau. C'est la même chose au jardin. Il va se mélanger à la terre de mon potager. Ça va affecter la structure du sol. Donc, on va se trouver avec des gros morceaux de cèdre. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Puis en plus, bon, il va pas se décomposer, donc il ne nourrit pas le sol comme le ferait un paillis là, de feuilles ou de paille qu'on trouverait dans un potager. Donc, notre tomate est maintenant prête. Assurez-vous là, de l'arroser de temps en temps. C'est très simple, on a juste à rentrer notre doigt dans le sol, s'assurer que le terreau est encore humide. On veut là que le sol reste un petit peu humide en tout temps pour que la tomate produise des belles récoltes. Donc, je vous souhaite une bonne saison de jardinage et des énormes récoltes de tomates dans vos contenants, sur vos terrasses et vos balcons.